Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h, c'est l'heure du goûter. Bienvenue dans le Magal West avec Lucie, de retour pour une nouvelle émission en ce mercredi 24 septembre. Aujourd'hui, on retrouve notre petite actu cinéma et série. Il y a du lourd, on va parler de énormément de sorties ciné et puis surtout on va parler aussi de la série L'été où je suis devenue jolie qui a marqué sa fin la semaine dernière, mercredi dernier. On en parlait dans l'émission de la semaine dernière, sauf que cette saison 3 qui devait se terminer finalement ne va pas complètement se terminer. On en parlera en deuxième partie d'émission. On parlera aussi des sorties, le million, une bataille après l'autre et Rembrandt. On en parle dans quelques instants. Je vous propose aussi de parler de Star Feminine Band pour notre découverte Ferrarock de la semaine. C'est le partenariat de la semaine. Et puis on va aussi retrouver un petit reportage aujourd'hui avec Paul qui nous emmène dans les quartiers des neiges. On retrouve la météo, l'info locale sur Westrack. Bienvenue à vous, on est ensemble jusqu'à 18h. Ce soir, un ciel couvert ou partiellement couvert vous attend. Les températures resteront douces autour de 19 à 20 degrés avec un vent faible à modéré venant de l'ouest-nord-ouest. Demain, une matinée fraîche avec un minimum autour de 13 à 14 degrés. Il va donc falloir se couvrir. Lever de soleil vers 6h50. Dans l'après-midi, les nuages vont se dissiper progressivement, laissant place à quelques éclaircies avec des températures maximales de l'ordre de 20 degrés. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le Flash des actualités locales de ce mercredi 24 septembre 2025. Bibli en folie, les 4 et 5 octobre 2025, de nombreux rendez-vous dans la Seine-Maritime. Les bibliothèques et les médiathèques seront en fête les samedis 4 et dimanche 5 octobre 2025. La deuxième édition de Bibli en folie, organisée partout en France, recense une 60aine de rendez-vous dans la Seine-Maritime, avec entre autres un troc de boutures et de graines à la médiathèque de Gonfreville-Lorcher, une visite guidée de l'exposition La guerre des tétons de Lillison à la médiathèque Oscar Niemeyer au Havre, ou encore un atelier d'écriture poétique à la médiathèque Christiane Doutard à Saint-Valery-en-Caux. Le Havre, entre culture urbaine et sculpture africaine, Kero expose à The Torture Garden. Les amateurs havrés de street art connaissent le travail de Kero qui multiplie les supports et les techniques depuis plus de 30 ans. L'artiste expose jusqu'au 5 octobre à The Torture Garden, avenue Foch, 13 tableaux inspirés de l'art ouest-africain, entrée libre. La magie de Queen en octobre sur la scène du Carré des Docks du Havre. Reconnu par les anciens membres du groupe One Night of Queen, est actuellement l'un des meilleurs tributes du mythique quatuor anglais et donnera un concert exceptionnel au Havre le 7 octobre 2025 à 20h30. Revivez le concert du stade Wembley de 1986, tarif de 33 à 79 €. Réservation sur billetterie.doclehavre.com. Braderie, concert, animation au Havre, un village des solidarités autour du secours populaire. C'est une journée à son image qu'organise le Secours populaire français dimanche 28 septembre au Havre, un village des solidarités ouvert à tous de 10h à 18h, esplanade de Cocrioville, avenue Vladimir Kamarov, avec une foire aux livres, une braderie, des concerts gratuits, une table ronde, tout ça à l'occasion de leur 80e anniversaire. À Harfleur, la bibliothèque prend ses quartiers à la Forge et ouvrira samedi 27 septembre. La bibliothèque Elsa Triolet a migré du cœur historique d'Harfleur vers l'espace culturel La Forge, ce dernier devenant ainsi un lieu culture de proximité. Elle ouvrira ses portes au public ce samedi. 2 spectacles gratuits sur réservation auront lieu à La Forge. Pour l'occasion, contes et musique jeune public et spectacle immersif tout public. Et voilà, merci d'avoir écouté. Ne partez pas, le journal se poursuit désormais avec les informations nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Elisabeth Borne dans le Bas-Rhin. La ministre des Missionnaires de l'Éducation se déplace après cette agression au couteau ce matin dans un collège de Benfeld. Un adolescent de 14 ans a agressé une professeure de musique. Les jours de l'enseignante ne sont pas en danger, mais elle reste sous surveillance à l'hôpital. Le suspect, lui, est toujours en urgence absolue après s'être porté lui-même des coups de couteau lors de son interpellation. Il avait été repéré pour une certaine fascination vis-à-vis d'Hitler et des armes. Les cours reprendront demain au sein de l'établissement. La suite du procès de Cédric Jubilard. L'accusé a une nouvelle fois rappelé aujourd'hui qu'il n'avait pas tué sa femme Delphine, alors que son fils aîné, Louis, se dit convaincu du contraire. Cédric Jubilard dit ne pas comprendre pourquoi son fils est en colère contre lui. La France a besoin de perspectives. Les mots de Patrick Martin. Le président du MEDEF était reçu cet après-midi à Matignon par le Premier ministre en compagnie des autres organisations patronales. Il appelle à recréer de la dynamique économique. Un rassemblement patronal sera organisé le 13 octobre. De leur côté, les syndicats reçus un peu plus tôt ont été clairs. Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse aux attentes des travailleurs et des travailleuses. En attendant des actes concrets, que ce soit sur la justice fiscale, les retraites ou les services publics, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation dans 8 jours, le 2 octobre. Les contaminations chikungunya continuent de grimper en France avec 570 cas identifiés en métropole. Selon Santé publique France, pour la première fois cette année, les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine sont concernées. Santé publique France rappelle l'importance du signalement des cas qui permet une intervention rapide. Et puis en foot, le projet d'une Coupe du Monde 2030 à 64 équipes semble de plus en plus concret. Une réunion en ce sens était organisée hier au siège de l'instance dirigeante du foot mondial. Cette édition marquera le 100e anniversaire de la compétition. La FIFA veut donc en faire un événement unique. Le prochain mondial, l'an prochain, comptera 48 équipes. Voilà pour l'info. Excellente fin d'après-midi. Et après l'actu, tout de suite, on retrouve l'agenda des événements à ne pas rater. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre, aujourd'hui, le mercredi de la connaissance citoyenne, climat et mobilité, ça se déroule au pavillon des transitions H2O. C'est donc au Havre, ça a débuté cet après-midi, mais ça se termine à 22h30. C'est un rendez-vous qui vous propose notamment des conférences sur les déclinaisons des politiques locales pour atténuer les effets du réchauffement climatique et adapter le territoire, avec des professionnels du climat et des territoires. À 20h15, une autre conférence, le réchauffement climatique de A à Z, comment limiter ses effets, comment s'adapter au quotidien. Retrouvez plus d'informations sur le pavillon des transitions H2O. C'est là que se passe donc cet événement. Je vous rappelle que la session irlandaise se déroule ce soir jusqu'à 19h. C'est au Hangar 0 tous les mercredis de 17h à 19h au bar du Hangar 0 pour de la musique. Laissez-vous transporter par la magie de la musique irlandaise avec des musiciens et des musiciennes, notamment du collectif Eavesdroppers qui se retrouve pour des sessions conviviales et authentiques. Enfin, prochain événement, ce sera directement demain. Vous retrouvez le Ciné-Club avec Echo La Bascule, Le Vivant qui se défend, c'est à 18h et ça se passe aussi au Hangar 0. C'est donc demain de 18h à 20h30, entrée libre au Hangar 0 avec une projection du film qui s'appelle Le Vivant qui se défend, suivi d'un débat. Plus d'informations directement sur le site du Hangar 0. En ce mercredi, le partenariat Ferrarock, c'est Star Feminine Band. On vous propose de découvrir leur album qui s'appelle Jusqu'au bout du monde avec 2 titres, Unis pour toujours et Tonkiro Yunu. Je vous propose de découvrir ces artistes qui seront d'ailleurs présentes durant le festival Westpark au mois d'octobre. Ce sera le 17 et 18 octobre. Rendez-vous sur le site et sur la billetterie pour avoir toutes les informations. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Star Feminine Band, les Hardest Working Women du show business du Bénin, sortent leur 3e album chez Born Bad, qui s'était décarcassé pour sortir le premier. On en connaît qui chopent le palu à la vue de la très collante étiquette World. Soyez assurés que le monde sait tout ce qu'elle mérite. Après 9 ans de boulot acharné, ces 8 jeunes femmes venues d'un village que même les Béninois ont du mal à situer ont commencé le métier en mode expert, car outre soi, faut convaincre la famille, le village et tout un continent que ça vaut le coup.
nouveau disque donne des joies simples, entendre des voix grandir, un talent instrumental se confirmer. Les musiciennes contribuaient à l'écriture pour passer de premier girl band béninois à band tout court. Et ce, sans oublier pourquoi elles ont pris la scène. L'émancipation n'est pas un dîner de gala. Star Feminine Band fait de la musique directe qui ne prend pas de détour pour exprimer ce qui manque du pays. C'est pas de la candeur, c'est du pragmatisme. Quand Grâce chante « L'enfant a le droit à l'éducation, obligé », c'est qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus important ce jour-là. Comme elles le notaient dans leur premier album, la musique c'est notre boulot, laissez-les faire, elles font ça très bien. Le Star Feminine Band s'amuse dans ce disque qui se promène dans le territoire vaste et poreux des innombrables styles propres à l'Afrique de l'Ouest.
un garage que les 2 premiers albums, soutenus par des arrangements fins, des parties de clavier ambitieuses et des harmonies vocales plus complexes, sans que l'ensemble ait perdu en spontanéité. Ce 3e opus vient tranquillement, en toute modestie, nourrir le patrimoine musical béninois. Comme elle l'affirme très bien dans Jusqu'au bout du monde, malin petit tunnel de remerciements qu'on voit déjà gonfler sur scène. Oui, c'est Star Feminine Band qui a gagné. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. De retour dans le Mag à l'Ouest, il est 17h18, merci d'être avec nous. On parlera tout à l'heure des sorties ciné et des nouveautés sur les plateformes de streaming, notamment avec l'annonce d'un possible film pour une suite d'une série très attendue. Je vous en parle dans un instant. Avant, on écoute un reportage de Paul qui nous emmène dans le quartier des Neiges au Havre. Nous sommes rendus dans le quartier des Neiges avec Adriana dans le cadre d'un projet avec Adoma. C'est un centre d'aide pour les demandeurs d'asile et demandeuses d'asile qui viennent en France. Dans ce cadre donc, on a pu aussi visiter le quartier des Neiges qui se trouve sur la zone portuaire du Havre. La première fois que je suis arrivé dans le quartier des Neiges, la première impression que ça m'a fait, c'est que le quartier était assez bruyant et puis qu'il y avait aussi une odeur assez dérangeante. Dans le sens où, en même temps, l'arrêt de bus se trouvait en face de la station d'épuration du Havre. Je disais aussi donc qu'il y a une proximité énorme entre le quartier des Neiges et le port du Havre, ce qui fait que du coup, on a l'occasion aussi de voir les portiques du port. C'est aussi un quartier très résidentiel, il y a beaucoup de maisons, il y a aussi quelques immeubles, je crois que c'est des HLM. Il y a très peu de commerce, très peu d'activités culturelles, ce qui fait qu'on a l'impression que le quartier est assez vide parce qu'il n'y a pas non plus énormément de passants. En revanche, il y a quand même une école, l'école Jean Jaurès, une église, l'église Notre-Dame-des-Neiges, ainsi qu'une salle des fêtes. Évidemment, n'étant pas un résident habituel des Neiges, je ne peux pas vraiment me rendre compte de ce que ça fait d'y vivre sur une longue période. C'est donc pour cela que j'ai eu la chance d'avoir Marie, une ancienne habitante des Neiges de quand elle était enfant, au micro à Westrack. Donc moi, on m'a décrit le quartier des Neiges comme un endroit étant un peu vide en dehors d'espaces culturels, d'activités culturelles, en dehors des habitations du coup. Est-ce que toi, t'avais ce sentiment quand tu y vivais ? Ouais, après du coup, quand j'y étais encore, il y avait pas mal de commerces, mais je pense que niveau culturel, artistique, il y avait pas grand-chose effectivement. Après, ça bougeait quand même, il y avait encore des fêtes, des regroupements du quartier. Ouais, je crois que c'est plus trop le cas maintenant. On m'a expliqué que c'était un peu mort. Je pense qu'on t'a dit la même chose, ouais. Et toi, est-ce que quand tu y étais, tu te souviens un peu, voilà, parce que du coup, quand j'y suis allé, ça m'a un peu marqué, mais t'as un peu le bruit du port qu'on entend en fond. Ça peut, je pense, faire quand même pas mal de bruit. Et puis aussi la station d'épuration. Est-ce que les odeurs, des fois, ça te dérangeait Moi, j'en ai pas de souvenir de ces odeurs-là. Après, je sais que dans ma famille, on en parlait. C'était un peu le cas. Et au niveau du bruit, oui, il y avait du bruit, mais en fait... Après, on apprend à vivre avec. C'était pas un truc qui était handicapant ni qui empêchait de dormir ou quoi. Justement, c'était assez habituel. Personne s'en plaignait vraiment du bruit en soi. Après, maintenant, c'est encore pire parce que le port s'est rapproché d'autant plus avec les années là. Donc, c'est vrai que le bruit est d'autant plus présent maintenant. Ouais. Alors, je sais pas si t'en as trop de souvenirs, mais même tu peux parler de ton expérience actuelle. Au niveau des transports, on m'avait dit que il y avait pas de bus parfois, pas beaucoup, mais il y a quand même 3 lignes. Est-ce que toi, tu le ressens vraiment c'est ce côté compliqué d'accès au quartier et même du coup il y a moins de commerce, voire presque plus du tout dans le quartier actuellement. Est-ce que c'est pas un peu, par exemple, compliqué d'aller faire des courses ? On est obligé d'aller autre part ? Ouais. Alors là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Quand j'étais petite, on se déplaçait en voiture. Il y a le truc aussi très important à comprendre, c'est que c'est entouré de ponts. Et la plupart des ponts qui mènent au quartier, c'est des ponts qui se lèvent quand les bateaux passent. Et ça prend énormément de temps. Donc moi, j'ai des souvenirs en voiture, c'est qu'on restait souvent devant le pont pendant longtemps. Et quand une fois que le pont se lève, après, on doit attendre quand même peut-être 30 minutes. Donc pour rentrer chez soi ou sortir du quartier, c'était un peu compliqué. Maintenant, il y a pas mal de bus qui ont été mis en place. Quand j'étais petite, on prenait pas forcément le bus. Et j'avais commencé mes recherches sur le quartier et sur mes souvenirs, etc. quand j'étais en 2e année d'école d'art, donc il y a peut-être maintenant 4 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'étais un peu marquée du fait qu'il y avait qu'une seule ligne à ce moment-là. Maintenant, ça a un peu changé, il y a 3 lignes, mais c'est toujours un peu la même galère, c'est que c'est toutes les 30 minutes et voilà, si on attend, si on bute pour un bus, après, il faut attendre encore hyper longtemps. Donc il y a encore un peu cette notion-là qu'il faut attendre, il faut patienter pour pouvoir partir ou rentrer dans le quartier. Et oui, du coup, je pense que c'est un peu compliqué pour les habitants d'aller faire les courses, à part si on a une voiture, du coup. Et donc, du coup, tu disais que
justement ce côté transport était un peu compliqué et que du coup les habitants ils étaient un peu, on va dire, exclus. Moi justement quand j'y suis allé, on a vu quelques personnes mais il n'y en avait pas beaucoup. Après aussi on était pendant les vacances, en fin de vacances, du coup les gens peut-être n'étaient pas tous encore rentrés ou ce genre de choses, mais on m'a expliqué quand même que les gens ils étaient un peu regroupés, mais enfin dans le sens vraiment ils étaient un peu en mode ensemble mais que entre eux. Ouais, je pense que c'est une communauté, quoi. Et déjà, à l'époque, c'était un peu considéré comme une petite ville. C'était un petit village, c'est comme ça aussi que les gens le décrivent. C'est aussi, on m'a dit plusieurs fois que c'était un quartier île. Enfin, il y a vraiment cette notion-là d'écart et des gens qui restent entre eux. Après, maintenant, je pense que c'est un peu différent, du coup, parce que les gens qui vivent, les Neigeois, maintenant, ils travaillent plus forcément qu'au port. Donc, ils sont obligés de bouger, d'aller en ville, etc. Donc, je pense que maintenant, il y a beaucoup moins ce côté-là isolant qu'il y a pu avoir avant. Et quand même, même si c'était le cas avant, en fait, c'était un quartier qui était hyper ouvert culturellement. Il y avait beaucoup de mixité, donc sur la notion d'entre-soi, ça restait quand même très ouvert au monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais. Est-ce que toi, t'as aimé y vivre ? Oui, ouais, carrément. Après, c'est pareil, c'est des souvenirs d'enfance, donc je pense que n'importe qui a des souvenirs auxquels on est très proche. Tout est un peu enjolivé, mais je peux parler pour ma mère et mes grands-parents qui ont vécu aussi, et de la famille qui vit encore là-bas. Et en fait, oui, il y a cette notion de chance un peu d'avoir pu participer à ce quartier, à la vie du quartier, à avoir pu avoir grandi là-bas. Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai encore beaucoup d'intérêt pour le quartier et que c'est ça qui a un peu éveillé pendant mes études d'art. Et ma mère m'en parle encore énormément de ses souvenirs. Et quand on croise des gens qui étaient aux neiges plus jeunes, ma mère, elle est toujours très émue. Enfin, voilà, je pense que n'importe quelle personne qui a vécu aux neiges a adoré vivre là-bas. Et du coup, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est jamais venu au Havre et qui va venir s'installer au Havre de venir vivre au quartier des Neiges ? Vivre, non, je pense que c'est un peu compliqué, surtout c'est excentré, quoi, donc il y a pas grand chose à faire, on l'a dit au début. Je le recommanderais pas, par contre je recommanderais d'aller voir à quoi ça ressemble, d'essayer d'aller se promener un peu, voir l'ambiance qui est assez particulière là-bas. Je pense que c'est une vraie expérience. Et puis après, s'il y a l'occasion, si vous arrivez à croiser des gens, de discuter avec eux, parce que je pense que c'est toujours hyper intéressant d'avoir l'avis des habitants. Et voilà, après, un conseil d'Avrez, je pense pas que ce soit le quartier le plus agréable à vivre c'est par rapport au commerce, quoi, mais sinon c'est pas du tout dangereux, ça en soi, y a pas de souci. Mais ouais, c'est plus aux questions d'ennui. Peut-être qu'on préfère être dans la ville et qu'il y ait des bars et des magasins. Je te remercie. De rien. De plus, ayant fait des études dans les arts, elle a réalisé un projet durant ses études sur le quartier des Neiges, car c'était un quartier qui comptait pour elle vu que c'est son enfance. Et justement, en réalisant ses recherches sur le quartier, elle a notamment mis une espèce de témoignage, ou plutôt un souvenir de sa vie dans le quartier, et elle l'a partagé avec nous au micro. Citation. L'ennui est le principal facteur d'érosion des paysages pauvres. Maurice Pilia. Été 2007. Je me promène dans les ruines des immeubles qui viennent d'être démolis avec ma grand-mère et notre chien Sandy. Sandy se baladait sans laisse tout le temps. J'essayais de la suivre à travers les ruines, entre béton et plaine d'herbe. Dans un recoin, un tas de béton intrigue Sandy. Elle se met à aboyer pour nous alerter. Ma grand-mère m'y amène en me tenant la main pour ne pas que je trébuche dans les gravats. On y découvre sous les pierres une portée de chatons. Citation de ma grand-mère. La maman doit pas être loin. On ira déposer à manger pour elle et tu verras, elle viendra s'occuper des chatons. Fin de citation. Les jours suivants, on s'est occupé de lui amener une boîte de thon, qui sera, la veille, systématiquement retrouvée vide. Les chatons, eux, ne bougent pas. La maman s'en occupe, c'est sûr. Un matin, on s'apprête à descendre la boîte de thon, main dans la main, et je discute du prénom de mon chaton préféré. Mais quand on arrive sur les lieux où ils habitaient, on y découvre un espace vide, nettoyé de tout gravat. Même dans mon innocence, j'ai bien compris que les chatons avaient été rasés avec les pierres. Ma grand-mère conclut cette histoire en me promettant que la maman a dû les mettre en lieu sûr. Je date ma fascination pour ce quartier aux discussions que j'entendais depuis la cuisine de ma grand-mère. Elle habitait dans un HLM. Les murs étaient fins. Elle discutait avec les voyants du sort du Havre, du quartier et de son immeuble. L'information qu'elle serait relogée hors du quartier pour la déconstruction de son immeuble venait de tomber. Ma grand-mère, Jocelyne, habitait depuis quelque temps aux Neiges, mais malgré le fait qu'elle y soit arrivée en cours de route, elle s'était attachée à ce terrain comme une famille, qu'elle défendait tous les dimanches en tant que présidente du comité des habitants des Neiges. Une lutte se soulevait pour défendre ces immeubles. Elle tombera malade quelques mois plus tard, sans pouvoir arriver au bout de cette lutte. On retrouve la singularité du quartier dans la façon dont ses habitants en parlent et dans ce dont ils se souviennent. Pourtant, les images que l'on observe montrent un quartier banal, pauvre et marqué par l'ennui. Dépourvu de la vie qui l'animait autrefois, il n'existe désormais presque plus qu'à travers les mots de ses anciens. Voilà, j'espère que vous en aurez un petit peu plus appris sur le quartier des Neiges au Havre, qu'au final, même s'il y a pas mal de défauts comme le bruit, parfois les odeurs et le manque d'accès au commerce et à certaines activités culturelles, c'est quand même un quartier où on peut y vivre parce qu'il y a quand même un certain calme.
Votre émission se poursuit dans un instant avec une actu ciné à ne pas rater. Une suite possible pour la série L'été où je suis devenue jolie. On en parle dans un instant. On parlera aussi des sorties ciné et des nouveautés sur les plateformes de streaming. Avant ça, on s'écoute une nouveauté musicale qui arrive tout juste dans la playlist West Track. C'est Deki Alem et le titre Mr. Man. Juste après, on continue avec notre chronique ciné et série. Forget in Mass, c'est le nom de ce nouvel album de Deki Alem qui vient de sortir et qui vient d'être ajouté à la playlist West Track avec ce titre Mr. Man. Tout de suite, on plonge dans les salles obscures à la découverte des nouveautés au cinéma. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. J'ai sélectionné pour vous 3 sorties à ne pas manquer cette semaine au cinéma en ce 24 septembre. Tout d'abord, un film, une bataille après l'autre. Et oui, c'est le retour de Leonardo DiCaprio dans un film de Paul Thomas Anderson qui sort aujourd'hui, un film d'action et de comédie.
On en apprend plus tout de suite sur ce film qui parle d'un ancien révolutionnaire. Désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille Willia, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciels et terres pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. C'est un film percutant, incontournable, noté 4,7 sur 5 et c'est d'ailleurs soi-disant le meilleur film de 2025 qui vient de sortir actuellement en salle, une bataille après l'autre. Un film donc de Paul Thomas Anderson affiche une moyenne de 4,7 sur 5. Il s'agit de la meilleure note de presse depuis The Fabelmans de Steven Spielberg, sorti il y a 2 ans en 2023. Alors ce film, qu'est-ce qu'en pense la presse? Selon Femina, Paul Thomas Anderson signe un film de cinéma où le message politique, l'action et l'humour sont au service d'un divertissement émouvant et haletant, 5 sur 5. Selon 20 minutes, peu de films semblent aussi bien placés pour obtenir un maximum de statuettes que une bataille après l'autre, un divertissement brillant. C'est aussi une note de 5 sur 5. Enfin, selon Première, 5 sur 5 aussi, la rencontre au sommet entre Paul Thomas Anderson et Leonardo DiCaprio débouche sur un shoot d'adrénaline et du grand cinéma américain. On peut noter aussi que Cinéma Teaser note 5 sur 5, Nice Matin note aussi 5 sur 5 et selon GQ, c'est aussi un 5 sur 5 ainsi que pour le journal du dimanche. Bref, ce film, c'est un carton. Il sort aujourd'hui au cinéma. Il marque le retour attendu de Leonardo DiCaprio à l'écran et on vous conseille fortement de le découvrir. Alors tu vois, là je prépare un circuit fermé. Tu vérifieras que l'amorce est bien reliée comme ça, histoire de pas déclencher l'explosion par erreur. T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur. Oui, là, faut que tu comprennes que... Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. C'est un film français qui sort cette semaine avec de la comédie. C'est Le Million de Grégoire Vigneron avec Christian Clavier, René Benzati et Gilles Cohen. Pensant à tort qu'il ne va pas être promu par son entreprise, Stan craque et décide de voler dans le coffre de son patron une valise contenant 1 million d'euros d'argent sale. Direction l'aéroport avec sa copine, mais en route, un coup de fil lui apprend qu'il obtient la promotion dont il rêvait. Il a alors une nuit pour rattraper son erreur et remettre le million dans le coffre. Pour cela, il va faire appel à Hippolyte, un serrurier peu regardant sur la déontologie. Cette aventure va amener les deux personnes à vivre des situations plutôt cocasses dans la tentative de remettre cette mallette à sa place. À 72 ans, Christian Clavier continue de surprendre. Dans Le Million, la nouvelle comédie de Grégoire Vigneron, l'acteur incarne Hippolyte, un serrurier un peu roublard qui se retrouve embarqué dans une folle nuit aux côtés de Stan, joué par Ryan Bensetti, un homme d'affaires ayant volé de l'argent à son patron et qui souhaite le restituer, ni vu ni connu. Ces dernières années, on a souvent vu Christian Clavier dans des rôles de notable ou de bourgeois râleur. Ici, il change totalement de registre. C'est un loser serrurier qui a fait de la tôle, un type roublard, râleur, très français, et je le fais avec un grand plaisir. Fin de citation. Grégoire Vigneron, le réalisateur, confirme, il a trouvé son personnage de serrurier roublard, un homme qui au fond lutte pour sa survie, ce qui le rend bien sûr touchant. La vraie surprise du film, c'est ce second rôle que Clavier interprète également, celui de la mère, haute en couleur de son personnage. Le metteur en scène a dès le départ proposé à l'acteur d'incarner la mère d'Hippolyte. Je voulais qu'il se passe un truc inattendu, stupéfiant, et je pensais que lui seul tiendrait
la route en face de lui-même. Christian Clavier a accepté et l'idée l'a même amusé. En revanche, l'acteur n'a pas pour autant réellement porté de tailleur rose et de perruque blonde. Ça m'a amusé quand Grégoire me l'a proposé. J'ai repensé à Madame Doubtfire et plutôt que de jouer sous le déguisement, nous nous sommes dit qu'il y avait beaucoup plus intéressant utiliser l'intelligence artificielle pour créer ce personnage de maman. Grâce à cela, on touche à la modernité du cinéma d'aujourd'hui. Fin de citation. Concrètement, le personnage de la mère d'Hippolyte est une création numérique. Il s'agit d'une fusion entre Christian Clavier et l'actrice Maria Verdi, réalisée grâce à l'IA. Le résultat est crédible à l'image, selon les médias. Moi, je trouve que ça fait un petit peu peur. On a l'impression d'avoir un personnage un peu étrange avec une perruque. Christian Clavier commente d'ailleurs « Je sais que les gens qui ont vu la bande-annonce pensent que je me suis grimée pour ce personnage, mais c'est la machine qui a tout fait. Personnellement, j'ai vu la bande-annonce hier au cinéma en allant voir La Guerre des Roses, que je vous recommande d'ailleurs fortement. Eh bien, je trouvais que ça se voyait complètement que c'était de l'IA. Ça se voyait, il y a ce côté un peu uncanny qu'on retrouve souvent quand on a des éléments qui tentent de mimer un personnage, de mimer un visage humain et qui accroche l'œil humain justement, qui reconnaît que ce visage n'est pas réel. J'avais ce côté un petit peu uncanny et je trouvais que honnêtement c'était un petit peu étrange de voir ce Christian Clavier avec une perruque portée sur son front d'une manière assez étrange, comme si l'image avait été mal incrustée. Mais voilà pour ce film à retrouver au cinéma dès aujourd'hui. Et la clé du bonheur, j'écoute. C'est là. Ah. Ça, c'est une porte verrouillée, c'est pas une porte claquée, ça. Bon, vous pouvez l'ouvrir ou pas? C'est 600 €. Très bien. Voilà. Je vous sens pas, vous. Moi, je donne pas dans les cambriolages. Hein. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous voyez cette sacoche? Je dois la remettre dans un coffre avant 6h demain matin. 1 million d'euros. C'est là comme du laiton. T'as volé 1 million d'euros à Richard? Demain matin, à 6h, je prends l'argent dans le coffre. Dès que Richard saura que t'as voulu lui prendre son argent, il va te dégager, tu crois quoi? Richard saura pas que j'ai volé l'argent. Parce que je vais le remettre. Je prends, je remets, je reprends, je reprends, je remets. Vous faites jamais d'erreur, vous? Je vous sens pas. 1 000 €. En cash? On est foutu. On va le mettre dans votre camionnette et on va le déposer dans un terrain vague. Mais jamais de la vie! 5 000 € et vous faites tout ce que je dis. Vous payez cash tout de suite. Enfin, dernière sortie à noter cette semaine, c'est Rembrandt qui sort donc aujourd'hui, un drame thriller de Pierre Scoler avec Camille Cotin, Romain Duris et Céleste Brunkel. Claire et Yves, physiciens de formation, travaillent dans le nucléaire depuis toujours et lors d'une visite à la National Gallery, Claire va être bouleversée par 3 toiles de Rembrandt. Cette rencontre avec ces 3 œuvres magistrales va les changer à jamais, avec donc Camille Cotin et Romain Duris, le réalisateur de L'Exercice de l'État. Voici donc Rembrandt, un thriller très intriguant qui sort donc aujourd'hui. 7 ans après Un peuple et son roi et une incursion dans le monde des séries avec Dans l'ombre pour France TV, Pierre Scoler est de retour avec un nouveau long métrage, celui de Rembrandt. Un titre intriguant car le film n'est pas du tout un biopic de Rembrandt. En revanche, le peintre est évoqué directement avec un élément de l'intrigue. Son rôle va être déclencheur dans l'évolution de l'intrigue. Le cinéaste, à qui on doit notamment le très réussi L'Exercice de l'État, s'intéresse notamment dans ce film à une thématique très actuelle, l'éco-anxiété. Un mystère enveloppant rappelant le cinéma de David Lynch. Plus le film avance, plus le spectateur se sent pris dans un mystère. La forme du film s'empare aussi de cette approche intrigante. Certaines séquences rappellent le cinéma de David Lynch ou de Jerzy Skolimowski, je m'excuse pour la prononciation, réalisateur notamment de EO et Deep End. J'espère provoquer cet envoûtement avec un fantastique sans effets spéciaux, juste pour la mise en scène, les tableaux et l'image, précise donc Pierre Scoler, qui est donc le réalisateur de ce film. Côté influence, Pierre Scoler cite David Fincher et Maurice Pialat. Il ajoute « J'ai beaucoup pensé à la sobriété du néo-réalisme » pour des scènes qui arrivent dans la deuxième partie du film. Pour lever le mystère sur ce thriller, rendez-vous pour les cinéastes ce 24 septembre, dès aujourd'hui au cinéma. Ce n'est pas l'expo du siècle. T'exagères. Il y a quand même des très bons Raphaël. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ta mère. Je comprends pas. Tu veux qu'il lui arrive quoi de toute façon?
sens. Il y a quelque chose qui débloque. Mais je sais pas quoi. Où tu étais ? Au musée avec toi? On t'a attendu 2 heures. Elle est là et elle est pas là. T'as connu ce genre d'être comme ça avec quelqu'un et le matin tu te réveilles. Il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Le nucléaire, le climat, c'est notre métier. Ça va vous paraître paradoxal, mais vivre à Fukushima, c'est plus sûr que de vivre à Roubaix. Et si on se trompait sur les aléas climatiques? Ce n'est pas la fin pour l'été où je suis devenue jolie et l'histoire de Belly et Conrad. La semaine dernière, je vous annonçais la fin de la saison 3. Dernière saison, fin de la série. On attendait donc avec impatience ce dernier épisode. Et puis soudainement, l'annonce lors de l'ouverture de l'avant-première à Paris, il y aura un film pour la suite de l'histoire de Belly et Conrad. Une histoire qui touchait donc à sa fin sur Prime Video. Belly aime Conrad et Conrad aime Belly. Dans le dernier épisode de la série Phénomène, l'été où je suis devenue jolie, nos 2 tourtereaux se sont retrouvés. Pour notre plus grand plaisir, tout est bien qui finit bien pour tous les protagonistes, mais il y avait malgré tout un petit goût d'inachevé. Et la lettre de l'autrice, Jenny Han, qui est donc à l'origine de la série adaptée des romans. Dans le générique de fin, elle annonce donc une éventuelle suite sur Prime Video qui n'a pas entretenu le suspense trop longtemps, en annonçant lors de l'avant-première parisienne la production d'un film. Lola Tung et Christopher Brainy et les autres membres du cast étaient en effet dans la capitale pour la projection de l'ultime épisode de la saison 3 et pour faire cette annonce inespérée pour les fans. Ce que l'on sait déjà sur ce film, eh bien pas grand-chose. Les fans de la série ado de Prime Video ont le nez assez fin. Sur les réseaux sociaux, une petite majorité était persuadée qu'il y allait avoir des épisodes supplémentaires de la série. Le dernier mis en ligne ne pouvait en effet couvrir toute la fin du livre. Et en effet, nous n'avons pas assisté au mariage de Belly et Conrad, alors que cet événement était relaté dans la trilogie littéraire. Par ailleurs, le générique de l'épisode 11 est assez étrange. On y voit défiler des photos de Noël, de Belly et Conrad, ce qui laisse entendre que leur histoire n'est pas terminée, comme le confirme Jenny Han dans un communiqué de presse. Il reste encore une étape importante dans le parcours de Belly et je pensais que seul un film pouvait lui rendre justice. Fin de citation. On ne sait pas encore grand-chose de ce film, L'été où je suis devenue jolie, si ce n'est qu'il sera réalisé et coécrit par Jenny Han elle-même. On peut imaginer qu'il tournera autour de son mariage avec Conrad et qu'il marquera le retour de plusieurs personnages, à savoir Steven, joué par Sean Goffman, Taylor, joué par Rain Spencer, et très probablement Jeremiah, joué par Gavin Castellino. Pour le moment, les équipes gardent le secret sur cette suite de L'été où je suis devenue jolie, mais tout ceci semble confirmer qu'elle n'a pas encore été tournée. Si on suit la logique de la série, le film devrait sortir l'été prochain. Un peu de patience donc. Bien sûr, comme toujours, on vous tient au courant de l'avancée en ce qui concerne les séries, donc on gardera bien sûr un œil sur cette sortie, on l'espère, l'année prochaine, même si la date de 2027 était aussi annoncée. Pour l'instant, le tournage n'a pas l'air d'avoir commencé. D'ailleurs, petit mot sur le tournage du nouveau film Spider-Man 4 avec Tom Holland, Spider-Man Brand New Day, qui a dû s'arrêter en raison d'une chute de l'acteur, une mauvaise chute, et par protection, le tournage s'est arrêté. En effet, Tom Holland aurait eu une commotion cérébrale. On vous tient aussi au courant sur les spoilers de ce nouveau film, de ce tournage qui pourrait bien sûr arriver. On attend son retour. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission. Ce sera à partir de 17h. Demain, j'accueille Le Volcan avec Camille Barneau au micro pour nous présenter la programmation de la saison à venir sur Le Volcan, mais aussi à l'extérieur, notamment avec le festival Haddock. On en parlera donc au micro de Westrack demain. Vous avez aussi rendez-vous avec votre émission Le Réveil à l'Ouest à partir de 8h avec Margot pour toute l'info et pour se réveiller en douceur sur Westrack. Et puis ce soir, vous retrouvez aussi une toile dans la tête pour prolonger l'actu ciné. Il y aura donc des débats avec l'équipe autour des sorties ciné, mais aussi
une analyse complète sur The Green Knight, le Chevalier Vert. C'est à retrouver donc ce soir à partir de 20h ou en podcast. Je vous souhaite une excellente soirée et pour bien commencer cette soirée, on part en France avec du rock. Adieu Salvatore nous chante Le temps effacera les traces. C'est une nouveauté sur Westrack et je vous souhaite une excellente soirée avec ce titre.